Bonjour Tanor Diamé. Bonjour. Oui, Tanor Diamé, vous êtes greffier à la Cour d'appel de Dakar et membre du parti PASTEF. Les travailleurs de la justice menacent d'aller en grève. Que se passe-t-il réellement, Tanor? Merci, M. Dramé, pour votre invitation. Comme vous le dites, nous, travailleurs de la justice, après des années de patience, surtout avec l'activité du régime, nous avons été très patients depuis le début de leur prise de pouvoir. Mais jusqu'à présent, nos doléances sont restées insatisfaites. C'est la raison pour laquelle, après consultation de notre base, notamment l'Union nationale des travailleurs de la justice, dont je fais partie, a décidé de déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement du Sénégal. Et depuis le 14, oui. Oui, effectivement, nos points de revendication portent essentiellement sur des questions d'ordre statutaire, mais aussi des questions d'ordre pécuniaire. Pour les questions d'ordre statutaire, il s'agit essentiellement de la matérialisation du décret de 2019 qui, en tout cas, relève la hiérarchie des greffiers à la hiérarchie A2 et notamment la constitution du nouveau corps des assistants de greffe de parquet qui doit se faire au niveau du CFJ à travers une formation. Ce décret-là a été signé depuis 2019. Au moment où je parle, par exemple, dans le corps des greffiers, nous avons deux hiérarchies. Ceux qui ont bénéficié du décret de 2019, qui en réalité ont été formés par leurs doyens qui sont de la hiérarchie B2. Aujourd'hui, les 3 dernières promotions de greffiers sont de la hiérarchie A2, alors que ceux qui les ont reçus en stage sont de la hiérarchie B2. Une situation très complexe, oui, assez inédite, qui ne devrait pas se passer au niveau d'un secteur aussi sensible que la justice. Oui, à cela maintenant s'ajoute la création d'un nouveau corps qui doit être constitué de tous les agents du ministère qui ne sont pas en tout cas des greffiers ou bien des interprètes qui doivent être formés pour maintenant bénéficier d'un diplôme d'agent de greffe de parquet et être maintenant relevé à la hiérarchie B2. D'accord. D'ailleurs, le secteur social est en ébullition. Le front syndical monte au créneau et menace de décréter une grève générale. Que faut-il faire pour apaiser la situation? Moi, je pense qu'il s'agit là d'une mise en demeure. Il n'est pas dit que les centrales syndicales vont directement passer à l'action. Donc, c'est pour attirer l'attention des autorités, notamment du gouvernement, pour que, au moins, nous savons que la situation du pays actuellement est financièrement un peu chaotique, mais quand même, aucun secteur ne sera stable sans dialogue. Il y a un préalable pour maintenir une stabilité sociale et ce préalable est le dialogue entre les autorités et les acteurs du secteur des syndicats. Même si Abbas Fall, ministre du Travail, a fait avoir pris des engagements le 30 janvier dernier après leur tête-à-tête pour faire un examen de la plateforme revendicative de la coalition des centrales syndicales.
Vous savez, les engagements, le gouvernement en prend tout le temps. Mais est-ce qu'il les respecte? Donc c'est ça le problème. Souvent, les syndicalistes anticipent sur, en tout cas, le non-respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Parce que nous avons l'habitude de voir des autorités qui prennent des engagements, qui signent des décrets et qui publient. Il arrive même que des décrets publiés soient rétractés après, ou bien ne soient pas suivis d'effet, tout simplement. D'accord. Donc, l'attitude des syndicalistes pourrait se comprendre si on se réfère au passé. Oui, Maître Tanor Diamé, le ministre secrétaire général du gouvernement Ahmadou Al-Amine Lo annonce des mesures d'austérité qui toucheront plusieurs secteurs, notamment la réduction des salaires des hauts fonctionnaires, la suppression d'agences, des exonérations fiscales ainsi que l'élimination des subventions sur l'électricité, le carburant et l'eau. Qu'est-ce que cela vous inspire? Tout à l'heure, j'ai dit que la situation financière du pays, comme nous le savons tous, suite à la publication du rapport de la Cour des comptes. Nous allons y revenir, oui. Est assez catastrophique. Cela appelle de nous un élan patriotique, des sacrifices que nous devrons tous faire, allant dans le sens d'alléger, en tout cas, les dépenses du gouvernement. Oui, face aux syndicats, est-ce que ça sera possible? Oui. On peut comprendre que le gouvernement veuille faire en tout cas, des modifications par rapport à certains avantages. Mais quand même, en syndicat, on dit que les acquis sont des acquis. On ne peut pas revenir sur des acquis. Peut-être qu'on peut, comme il l'a dit d'ailleurs, oui, toucher au gros salaire. Mais pas quand même au salaire des gourgourlous, comme les travailleurs de la justice. D'accord. Alors, des écarts et manquements sont décelés dans la gestion des finances publiques à travers le rapport de la Cour des comptes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce rapport de manière résumée? De manière résumée, moi je dis que la publication de ce rapport est l'ordre normal des choses. Oui. Si on sait que la Cour des comptes a pour prérogative, entre autres, de contrôler, en tout cas, les finances publiques de notre pays. Donc, il faut d'emblée dire que la Cour des comptes est une juridiction qui est détachée totalement de l'exécutif. Il s'agit là d'un rapport qui est préalablement fait par le gouvernement en vertu du code de transparence. Ce rapport du gouvernement est soumis à la Cour des comptes pour un audit. Et à la suite de l'audit, la Cour des comptes maintenant fait un rapport définitif. C'est ce rapport définitif-là qui soit confirme les données du gouvernement ou bien les infirme. Et aujourd'hui, avec ce rapport définitif sur la situation des finances publiques, oui, on se rend compte que l'ancien gouvernement avait donné des chiffres qui se révèlent être, pour la plupart, inexacts. Vous êtes juriste, Tanor Diamé. L'ex-président peut-il être poursuivi? Effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, oui, c'est que à la suite de ce rapport, nous avons constaté qu'il y a, entre autres, des fautes, en tout cas des faits qui pourraient être qualifiés de fautes de gestion, mais aussi des faits qui pourraient être
qualifiées d'infractions à la loi pénale. D'accord. Et face à ces infractions-là, le pôle judiciaire financier pourrait être saisi. Mais également la haute cour de justice. Parce que, il faut le dire, les responsabilités seront situées selon les qualités. Un ministre, ou bien un premier ministre, ou bien même un président de la République, ne peuvent être poursuivis que par la haute cour de justice. Maintenant, qu'est-ce qui... les autres acteurs impliqués pourront répondre devant le pôle judiciaire. Oui, Tanor, qu'est-ce qui maintenant empêche la haute cour de justice d'être opérationnelle? Moi, je pense que nous sommes actuellement à l'étape de la publication d'un rapport. Et je pense que après l'analyse de ce rapport, certainement les autorités judiciaires de ce pays prendront leurs responsabilités par rapport à tout cela. Oui. Et quand la machine judiciaire sera mise en branle, là, les juridictions, ou bien en tout cas les instances concernées feront le travail qu'il faudra. Quel est votre avis sur le cas de Farba Ngom, le maire des Agnam? Mon avis par rapport à cette affaire est que, comme j'ai eu à le dire, M. Farba Ngom a été cité dans un rapport de la CENTIF. Le rapport de la CENTIF est un rapport de constatation qui, au préalable, peut ne pas entendre ou confronter en tout cas les personnes citées dans le dit rapport. C'est à travers maintenant ce rapport qui a été transmis au procureur de la République. Autant pour moi, maintenant on parle de procureur près le pôle judiciaire financier, qui à son tour maintenant saisit le juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, qui n'a jamais eu à entendre la personne poursuivie, et cette personne poursuivie n'a pas été non plus entendue par des enquêteurs, ni par la CENTIF qui a établi le rapport. Dès lors, il se pose maintenant le problème du contradictoire, qui est un principe en droit pénal. Est-ce que M. Farba Ngom doit être directement inculpé par le juge sans pour autant lui donner la possibilité d'apporter des contestations sérieuses puisqu'il s'agit de deniers publics? Parce que, disons-le, en matière de détournement de deniers publics, ou bien en tout cas d'infractions relatives aux deniers publics, sauf contestation sérieuse ou cautionnement du montant du contentieux, le mandat de dépôt est obligatoire. Donc, si aujourd'hui le juge d'instruction décidait d'inculper directement Farba Ngom sans pour autant lui donner la possibilité d'aller consulter le rapport de fond en comble afin d'apporter des pièces ou bien en tout cas des justificatifs pouvant expliquer en tout cas sa mise en liberté. D'accord. Le juge serait dans l'obligation de le placer sous mandat de dépôt. D'accord. Et ça risquerait de créer un vice de procédure. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions, Tanor Diamé. Je vous en prie. Tanor Diamé, je rappelle que vous êtes greffier à la Cour d'appel de Dakar et responsable du parti PASTEF au niveau de Nioro du Rip. Merci.